un exemple palpable. Oui. Quand il y a eu éboulement à Manéa, la population civile a été victime d'un éboulement. Tout à fait. Ces sinistrés-là, ils avaient perdu espoir. Ouais. L'armée a pris ces éléments sinistrés-là pour les loger Ouais. dans l'enceinte militaire. Et quand je suis rentré, je l'ai réveillé. Et Quand il s'est réveillé, il m'a vu. Pour lui, il a vu un fantôme. J'avais un professeur, par exemple, qui me disait que le jour que le fou reconnaît qu'il est fou, ce jour-là, c'est qu'il est guéri. Ouais. Le jour que le fou va savoir qu'il est mal habillé, ça veut dire qu'il est guéri. Qu'il est guéri, Donc, le ouais. jour que cette jeunesse guinéenne va savoir, elle a une part de responsabilité Ouais. dans le développement de la Guinée, Ah ouais. ça veut dire déjà que notre État Va va partir. Donc, quand les autorités ont appelé à Kidal, on était à Kidal pour dire vos éléments qui partaient en Michel. congé, Oui. il y a eu des gens qui sont morts, Ok. mais il y avait un nommé Michel. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Chapitre et Carrière. Vous savez, ça se passe sur la chaîne YouTube DK Production ou sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Facebook ou Instagram. Donc, rendez-vous est déjà pris. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la curiosité de recevoir un homme qui porte en lui deux mondes en apparence distincts. La rigueur et le service de l'uniforme et l'introspection et la liberté de la plume. Officier dans l'armée guinéenne, nous recevons aujourd'hui M. Michel Soumaoro. Il est capitaine dans l'armée guinéenne, comme je le disais tantôt, et aussi auteur de 6 œuvres dont il va m'aider même à citer quelques-uns. Bonsoir M. Soumaoro, Bonsoir, bienvenue monsieur. dans ce podcast. Bonsoir, M. Bilo. J'espère que ça se passe bien. Tout se passe bien. D'accord. Alors, comme je le disais, vous êtes auteur de 6 œuvres dont on va citer Tribunal de conscience, le président Mamadi Doumbouya, Renaissance et l'espoir et la renaissance de la jeunesse. de la jeunesse. Il y a aussi Le tribunal Destin de conscience. croisé. Oui. Et vous pouvez nous en citer quelques-uns aussi. Le tribunal de conscience, Ok. la victoire de l'encre d'un soldat, Oui. le noble combat de M. Zoko D'accord. et général de fer. Ah oui. Vous incarnez aussi ce dialogue entre l'ordre et le chaos, et surtout l'action et la réflexion. Je viens à peine de lire un peu votre biographie, ensemble on l'a fait. Dites-nous, vous êtes le mieux placé quand même aussi pour nous décrire un peu votre personnalité. Ok. Bon, moi, je suis le capitaine Michel Soumaoro. Oui. Je suis de la gendarmerie. D'accord, Et après mon école primaire en Côte d'Ivoire, précisément à Danané, d'accord, j'ai rejoint la Guinée oui. pour continuer les études au collège. Mhm. Et après mon bac 1, mon bac 2, D'accord. j'ai fait le concours d'accès aux institutions supérieures, Oui. où j'ai été affecté à Gamal Abdel Nasser, à la faculté des lettres Oui. et au département histoire. Et là, j'ai fait histoire des relations internationales. Ok, J'ai fait mon DEG en 2e année, ma licence en 3e année, D'accord. et j'ai fait mon master en 4e année. d'accord, Et à l'issue, je me suis orienté dans une école privée. ok, J'ai commencé à enseigner ok. Ici à Conakry. ici à Conakry, D'accord. et précisément dans la préfecture de Koya, Oui, où j'ai été censeur d'un établissement. ok, Et à l'issue, je me suis orienté à la gendarmerie. d'accord. En 2008, Et j'ai ça, c'est en intégré. 2008. En 2008, où j'ai intégré la gendarmerie. D'accord. Et vraiment, c'est quand même un long parcours. Ouais. Vous allez peut-être bien nous en dire plus tout en évoluant dans ce podcast. Ouais. Mais dites-nous, lorsque vous êtes parti en Côte d'Ivoire, c'était à votre bas âge ou bien à quelle année? En quelle année du moins vous êtes parti? Je suis parti à bas âge Ok. quand les parents ont quitté la Guinée pour la Côte d'Ivoire. Ok, Donc je suis allé avec les parents. ok, Quand j'ai étudié, le vieux a décidé à ce que je rentre dans mon pays. ok, Il dit qu'on se sent mieux chez soi. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint la Guinée. ok. Et cette expérience en Côte d'Ivoire par rapport à la Guinée, c'est vrai que vous vous êtes senti quand même très bien chez soi, mais par rapport à ces deux pays-là. En Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup appris. Ok. J'ai beaucoup appris et j'ai mes frères qui étudiaient là-bas. Ok, Donc ils m'ont beaucoup aidé à aimer la lecture. oui, tout à fait. Donc par fini, ça a été un germe qui est resté dans mon corps et je me suis dit vraiment, ça a été une passion pour moi. Oui. Donc ça veut dire que ce germe-là, je l'ai eu un peu en Côte d'Ivoire. D'accord. En parlant même de lecture, vous êtes écrivain, vous êtes officier aussi, c'est quand même quelque chose de rarissime de voir cela. Quel lien entre discipline militaire et création littéraire? Y a-t-il un point commun entre ces deux mondes-là? Je crois qu'il y a un point commun. D'accord.
Puisque quand vous prenez la discipline militaire exige la résilience, D'accord. le courage, Oui. la gestion du temps, la méthode Oui. et l'organisation. Tout à fait. Et aujourd'hui, tout écrivain... Et appris aussi à faire pareil. Voilà. Tout Quand à vous fait. prenez par exemple le côté résilience, le côté militaire, il peut se faire par exemple que tu fasses un travail et que le chef rejette. Oui. Donc il faut l'accepter. OK. Le côté aussi de création littéraire, tu peux écrire par exemple un texte que tu envoies dans une maison d'édition Oui. et que la maison d'édition te dit que Il faut ton qu'on écrit ne rejette répond aussi. pas, voilà, Ouais. ça rejette. Ouais. Donc tu es obligé d'accepter. Tout à Donc fait. il faut accepter cette résilience. Ouais. Et le côté de méthodologie et d'organisation, dans l'armée, pour que tu puisses faire une mission, Ouais. il faut d'abord organiser la mission. D'accord. Il faut d'abord avoir des tactiques, il faut faire une méthode, comment il faut aboutir à l'objectif. Ouais. Le côté littéraire aussi, c'est presque la même chose. Tu veux écrire, tu choisis une thématique. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut une organisation, il faut une méthode, Ouais. il faut une gestion du temps. Dans l'armée, nous on travaille 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'il faut choisir un temps creux Ouais. pour que tu puisses écrire. Tout à fait. Donc c'est comme aussi l'écrivain. Il a ses activités, Ouais. il a sa Après, famille. quand il finit. Donc ça veut dire que quel est le temps qu'il doit choisir pour qu'il puisse écrire. Ouais. Donc c'est presque un point commun entre la discipline militaire et la création littéraire. OK. Et moi, je me dis deux fois aussi, est-ce que la solitude, vous savez, vous êtes écrivain, et la solitude dans l'écriture, est-ce que c'est pareil aussi dans l'armée? Oui. Dans l'armée, dans les activités militaires, il y a aussi la solitude parce qu'il y a une période de réflexion. OK. Quand vous êtes chef, on vous confie une mission. Ouais. Il faut s'isoler pour que tu puisses réfléchir à la mission Tout à fait. avant d'être avec ton équipe. Donc dans l'écrit aussi, il faut s'isoler et réfléchir à quelque chose Ouais. afin que tu puisses mettre sur papier. Ah oui. Ça, c'est vrai. Voilà. Et moi, ce qui me choque au fait, beaucoup plus, ce n'est pas le fait que je vois un militaire qui a écrit. On a déjà eu quelques-uns ici en Guinée. Mais c'est le fait de voir vous publiez 3 œuvres sur le coup, dans une même période. C'est quand même très compliqué pour certains. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, en fait... Quel est le secret en vrai? Comment est-ce que vous pouvez écrire 3 œuvres, même pour un écrivain seulement qui n'a que de vocation d'écrire, aura du mal à publier 3 œuvres dans une même période? En fait, c'est l'apparition des œuvres que les gens voient. Ouais. Mais les gens ne se sont pas posé la question à quel moment j'ai écrit. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, nous les auteurs, le problème qu'on a, Ouais. quand tu vas vers une maison d'édition, il faut financer tes œuvres. Ouais. L'auto-édition aujourd'hui. Donc ça veut dire que moi, j'avais mes manuscrits. Ouais. Mais comment il faut éditer ces œuvres? Ouais. Donc il m'a fallu du temps pour que je puisse chercher des moyens financiers Tout à fait. afin que je puisse éditer mes œuvres. Donc lorsque j'ai eu ces moyens, j'ai pris mes manuscrits qui dormaient dans les armoires pour qu'ils puissent être édités à la même année. Oui. Je vois. Mais je n'ai pas écrit ces œuvres-là à la même période. Ouais. Mais je les ai écrits, j'ai gardé. Ça a été corrigé, c'était gardé. Mais comment il fallait éditer? Je n'avais pas les moyens. Donc il fallait attendre la période propice pour que ces œuvres-là puissent voir jour et que je puisse les mettre à la page publique. D'accord. Quand même, parmi aussi vos 6 œuvres-là, celui qui me retient le plus l'attention, c'est celui-là. Je vais le brandir pour que tout le monde le voit. Voilà. Vous voyez bien, président général Mamadi Doumbouya, président général d'armée Mamadi Doumbouya, l'espoir et la renaissance de la jeunesse. Dites-nous, cette œuvre-là parle de quoi exactement? À vue d'œil, vous voyez le président. Vous voyez le nom du président. Oui. Mais ce n'est pas le président en personne, mais c'est l'incarnation. C'est la valeur qu'il incarne. Okay. Nous avons compris qu'à partir de 2021, la Guinée a connu un moment qu'il a tant cherché. Okay. Et c'était la venue du CNRD en sa tête, le général Mamadi Doumbouya. Okay. Donc, c'est l'incarnation du changement. C'est l'incarnation que je peux appeler de la joie, c'est-à-dire de ce que le peuple de Guinée attendait. Donc, dans cette œuvre, je retrace la vision que le président a pour la Guinée, la vision que le président a pour la jeunesse guinéenne, la vision que le président a pour la jeune féminine. Donc, Simandou aujourd'hui a été chanté sur la toile, mais le général Mamadi Doumbouya a été un homme propulseur de ce méga projet qui va envoyer bientôt la Guinée sur la scène internationale. Dimension.
Donc voilà pourquoi j'ai dit, c'est l'espoir, c'est la renaissance d'une jeunesse. Quand vous prenez aujourd'hui la structure même de la composition du gouvernement, ou bien dans les départements ministériels, ou dans toutes les structures administratives, vous voyez qu'il a mis plus un accent particulier sur la jeunesse. Donc c'est les jeunes qui occupent les postes de responsabilité. Oui, tout à fait. Actuellement, donc, voilà, quand même, la majorité. Quand vous prenez aux côtés de l'armée aujourd'hui, et la jeunesse, et la gente féminine, au côté gouvernement, il y a la gente féminine. Il y a plus de personnel féminin qui occupe des postes de responsabilité. Dans l'armée, Général Fatoumata Yari aujourd'hui, qui occupe la fonction de directrice générale des pensions militaires anciens combattants. Quand vous prenez la Caisse nationale de sécurité sociale aujourd'hui, Général Aminata Diallo. Donc ça veut dire que vraiment c'est un ouf de soulagement pour la gente féminine et pour la jeunesse. Tout à fait. C'est quand même extraordinaire mais est-ce que ce message-là que vous transmettez dans cette œuvre-là, est-ce que c'est un message pas seulement que d'espoir, il y a de combat qui peut conduire cette jeunesse-là à vraiment porter confiance au président? Moi, je crois que déjà, on dit les actes parlent mieux que la parole. Donc les actions aujourd'hui que notre chef d'État est en train de poser parlent mieux. La jeunesse est consciente. Tout à fait. Donc ça veut dire que dans cette œuvre, quand vous le lisez, je dis à la jeunesse de prendre des responsabilités pour savoir que le changement ne va jamais venir de Général Mamadi Doumbouya. Le changement ne va jamais venir, par exemple, de l'Occident. Mais le changement se trouve dans les actions de la jeunesse. Tout à fait. Donc la jeunesse doit savoir qu'elle doit être l'artisan même du développement de la Guinée. Donc aujourd'hui, quand vous lisez ces œuvres-là, ça veut dire que si la jeunesse prend ses responsabilités, on ne va plus jamais parler d'immigration. Tout à fait. Parce que l'agriculture, il faut que la jeunesse investisse. On parle de mines, il faut que la jeunesse investisse. On parle de changement, il faut que la jeunesse investisse. La ressource humaine. La ressource humaine. Donc voilà un peu. Et cette ressource humaine-là, c'est la jeunesse. Tout à fait. Donc voilà un peu cette leçon, voilà un peu cette conscientisation qu'ils sont en train de donner à la jeunesse pour dire de prendre les responsabilités, pour que la vision que le général Mamadi Doumbouya a pour nous, que cette vision puisse être réelle. Tout à fait. Et sur le plan opérationnel, vous avez participé quand même à la mission onusienne au Mali. Ça, c'était entre 2019 et 2020. D'où même on vous a décoré de la médaille commémorative des Nations Unies. Dites-nous, c'était quoi le but de cette mission? Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter une anecdote que peut-être bien vous avez vécue là-bas? Vous allez voir que cette mission, quand vous prenez le Mali et la Guinée, comme le disaient nos ancêtres ou nos aïeux ou bien nos prédécesseurs, c'est comme si c'est deux personnes qui ont le même poumon. Quand vous allez aujourd'hui entre le Mali et la Guinée, vous allez voir qu'il y a la même famille. Une partie se trouve au Mali, une partie se trouve en Guinée. Donc ça veut dire que c'est presque la même famille. Donc quand le toit de ton ami est en train de brûler, c'est le bon moment d'arroser pour ne pas que tu puisses être affecté. Donc c'est dans ce cadre que la Guinée a signé un accord avec les Nations Unies pour aller au Mali, puisque le Mali était sous menace du terrorisme. Le Mali était presque divisé en deux. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait envoyer des contingents pour sécuriser la population, pour rétablir l'autorité de l'État. Tout à fait. Donc, c'est dans ce cadre que la Guinée est partie. Donc, la Guinée avait une mission primordiale dans la sécurisation de la population, de leurs biens. Est-ce que la Guinée a envoyé au moins minimum combien de soldats au Mali? La Guinée, d'abord, ça a commencé par le Nemba, et après, on est venu dans Gangan, le Gimbat. Et le Gimbat a commencé avec 850 personnes. 850, chaque contingent, il y avait 850 personnes. Moi, mon contingent que j'ai appartenu, qu'on appelle le Gangan 4, le Gimbat 4 avait 850 personnes. Et ces 850 personnes étaient installées à Kidal. Ils faisaient des missions d'escorte. Ils avaient des populations qui étaient là, qui manquaient de nourriture. Donc, quand les Nations Unies voulaient les offrir, par exemple, la nourriture ou bien telle, il fallait que la Guinée puisse escorter ces éléments. D'accord. Donc, ce n'était pas une mission offensive que la Guinée faisait, mais c'était presque une mission qui était dans le cadre de l'humanité, dans le cadre de la sécurisation. Et en plus, vous avez parlé de l'anecdote. Je vais vous dire l'anecdote qui va vous faire un peu rire. En mois de janvier, on avait déjà commencé ce qu'on appelle la rotation pour les congés. Les gens venaient en congé. Et on avait nos éléments qui devraient venir passer les congés en Guinée. On avait un mois de congé pendant la mission. Et dans le groupe, il y avait un élément qui s'appelait Michel, et moi aussi je m'appelle Michel.
Et quand ils sont venus au Mali, de Mali pour Sigiri, malheureusement, ils ont été attaqués par des bandits armés. Et il a succombé. Donc, quand les autorités ont appelé à Kidal, on était à Kidal pour dire, vos éléments qui partaient en congé, il y a eu des gens qui sont morts, mais il y avait un nommé Michel. Et j'avais un ami, je partageais la même cabine avec lui. Lui, il était couché, il dormait. On l'a réveillé, on dit ton ami Michel, on dit Michel est mort dans la mission. Il n'a plus cherché à savoir c'est quel Michel. Directement, il appelle la famille. Il avait cette peur au cœur, il était couché. Et quand je suis rentré, je l'ai réveillé. Quand il s'est réveillé, il m'a vu. Pour lui, il a vu un fantôme. Donc il a dit, Michel, tu es mort, Michel, tu es mort. Je dis non, je ne suis pas mort. Donc, vous voyez, ça veut dire que dans la mission, voilà. Donc, il y a le stress, il y avait tout ça. Donc, j'ai vécu cette situation. À chaque fois que je le vois, je me rappelle de ça. Je commence à rire. Donc, ça veut dire que dans la mission, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est là où vous allez faire la cohésion, là où vous allez tisser beaucoup de relations. Vous allez connaître beaucoup de choses pendant la mission. Donc, on a connu tout ça. Et grâce à Dieu, on est revenu sain et sauf. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes, sauf quelques incidents majeurs, comme le cas de l'attaque qui s'est passée entre la Guinée et le Mali, où nos éléments ont perdu la vie. D'accord. Mais vous allez juste m'excuser au fait de comprendre un peu cette mission-là. Est-ce que, quand même, elle a été réussie? La mission a réussi. La mission a réussi parce que, avant qu'on ne parte, la population était vraiment victime de beaucoup de choses. Donc, à l'arrivée de Gimbat, il y avait plusieurs contingents qui étaient dans la base. Les contingents qui étaient chargés, par exemple, de faire des missions offensives, c'était Barkhane. Barkhane, ça, c'est une unité française. Tandis que la Guinée, nous, il fallait, comme je disais, escorter, par exemple, de la nourriture. Il fallait faire les actions civilo-militaires, par exemple. Les puits, donner de l'alimentation, faire des soins. Donc, les unités qui étaient chargées de faire des soins, il fallait qu'ils soient escortés. Donc, pendant les escortes, on avait moins de problèmes. Quelques incidents, c'était peut-être les mines. Nos véhicules ont été victimes, par exemple, des mines, on a eu des blessés et consorts. Mais donc, les mines étaient posées. Les mines sont toujours posées, mais oui, il faut. Est-ce que c'était un désert? C'est un désert. C'est le sable. Et vous allez voir, quand vous le lisez, j'ai un livre que je suis en train de, par exemple, qui va sortir bientôt, qui concerne la mission de Kidal. Les gens, on vivait sous une température de 45 degrés à l'ombre. 45 degrés à l'ombre. C'est énorme. Donc, ça veut dire que la mission du militaire, c'est un sacrifice. Il faut faire ce sacrifice pour sauver la population civile. Tout à fait. Voilà pourquoi je veux que les gens enlèvent le mythe entre le militaire et le civil pour savoir que le militaire est là pour leur sécurité, pour la sécurisation de leur vie. Surtout ça. Voilà. C'est très important. La mission a réussi, presque la mission a réussi. Et aujourd'hui, vous voyez, au Mali, bien qu'il y ait quelques brebis galeux qui font les trucs, mais vraiment, la ministre est parvenue à réussir sa mission. Surtout, la mission qui était confiée à la Guinée, elle a réussi presque, je pourrais plus dire, à 99%. Ça, c'est une grande avancée. Et dans votre œuvre aussi, qu'on appelle le tribunal de conscience, dites-nous, quel regard portez-vous sur la jeunesse guinéenne? D'abord, quand j'ai parlé de tribunal de conscience, vous savez, on peut juger une personne. Le tribunal, peut-être, peut s'en tenir à quelque chose. C'est pourquoi toujours dans le jargon juridique, on dit qu'il faut éviter de condamner un innocent. Il est mieux de laisser, par exemple, un coupable que de condamner un innocent. Donc, dans le petit tribunal de conscience, je me dis, le tribunal, le meilleur tribunal, c'est la conscience de l'homme. Tu peux tuer, mais par la peur, tu peux refuser de reconnaître. Mais partout où tu vas, ta conscience va te dire, tu sais ce qui t'a fait, c'est pas là. Donc, dans cette œuvre, c'est pour dire quoi? C'est pour dire à la jeunesse de savoir quelle est leur responsabilité. Est-ce qu'elles ne sont pas responsables à quelque part dans une certaine situation? Le jour que cette jeunesse va savoir qu'elle est responsable du retard de la Guinée ou bien du retard de tel, je crois que ça va évoluer. J'avais un professeur, par exemple, qui me disait que le jour que le fou reconnaît qu'il est fou, c'est le jour-là c'est qu'il est guéri. Le jour que le fou va savoir qu'il est mal habillé, ça veut dire qu'il est guéri. Donc le jour que cette jeunesse guinéenne va savoir qu'elle a une part de responsabilité dans le développement de la Guinée, ça veut dire déjà que notre retard va finir. Donc voilà pourquoi j'ai dit le tribunal de conscience. D'accord. Et quelle personnalité, mort ou vivant, vous a beaucoup plus impacté ou inspiré dans votre écriture, que ce soit dans l'armée comme dans l'écriture?
dans l'armée, je crois que la personne qui est une inspiration pour moi, c'est aujourd'hui, je pourrais dire que c'est le haut commandant de la gendarmerie générale de corps d'armée, Bala Samoura. Voilà quelqu'un qui est résilient, voilà quelqu'un qui a accepté, qui nous a formés. Et il a mis les bases de développement même de cette gendarmerie. Et quand vous voyez aujourd'hui la gendarmerie, elle est en train de faire cette mission régalienne. Donc c'est une inspiration pour moi. Et dans le cadre de la littérature, vous voyez le chef de cabinet du ministère de la Défense, le général Ibrahim Boubacar Diallo. Boubacar Diallo, c'est lui, il a écrit sur la circulation des armes en Afrique. Donc voilà quelqu'un que j'ai côtoyé et qui m'a donné l'envie d'écrire en tant que militaire. Si aujourd'hui, par exemple, nous, c'est la grande muette, on ne parle pas, mais dans le côté littéraire, c'est vraiment un épanouissement pour moi quand je suis dans la littérature. Tout à fait. Donc c'est une inspiration pour moi dans le cadre littéraire. D'accord. Et dites-nous, dans quelles circonstances notre gendarmerie doit-elle intervenir sur le sol guinéen? Je crois que les gens, pour mieux connaître la gendarmerie, il faut se rendre à la gendarmerie pour mieux la connaître. La gendarmerie intervient dans tous les domaines. Voilà pourquoi vous verrez la gendarmerie maritime. Et vous voyez aujourd'hui la piraterie dans les mers, en haute mer. Il faut l'apport de la gendarmerie. Vous avez la gendarmerie aérienne. Quand vous allez à l'aéroport, il y a la gendarmerie. Tout à fait. Quand vous allez au niveau de la routière, en race campagne, la gendarmerie intervient. À 15 km, à 7 km des villes, vous voyez qu'il y a un poste de gendarmerie. Tout à fait. Donc ça évite que les malfrats, ou encore qu'on puisse avoir des produits prohibés, ou en tout cas tout ce qui est interdit, antipode, par exemple, à la bonne vie de la population, puisse entrer dans la ville. Donc la gendarmerie est. Quand vous prenez le maintien d'ordre, lorsqu'il y a par exemple des situations, on envoie la gendarmerie pour le maintien d'ordre. Lorsqu'il y a, par exemple, on veut interpeller quelqu'un, par exemple, il y a les officiers de police judiciaire. Donc la gendarmerie intervient presque dans tous les domaines de l'activité de notre pays. Donc vous ne pourrez pas dire que c'est au niveau comment on appelle, des auditions et consorts, mais que ce soit au niveau de la départementale, que ce soit au niveau administratif. Tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la santé, vous allez voir un grand nombre de personnels gendarmes qui sont au niveau de la santé. Quand vous prenez au niveau des infos, donc, dans tous les domaines que vous voyez de la vie, la gendarmerie intervient. C'est pourquoi le plus souvent, vous avez tendance à voir que la gendarmerie, c'est un corps d'élite. Tout à fait. Quand vous voyez la gendarmerie, c'est vraiment un corps d'élite. Et entre la population et la gendarmerie, il existe quand même des clichés. Sur quoi il ne faut pas s'approcher de la gendarmerie. Il faut tout le temps, lors des manifestations, la gendarmerie violente et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ces clichés-là? Et quels moyens pour vraiment enlever ce mythe entre la population et puis la gendarmerie? Vous savez, aujourd'hui, notre jeunesse, on a un problème, les gens ne lisent pas. Moi, j'ai écrit un livre qu'on appelle La victoire de l'encre d'un soldat. J'ai eu l'expérience quand j'étais à l'université. On avait une autre image de la gendarmerie. À chaque fois qu'il y avait des grèves, on voyait des gendarmes avec les gaz lacrymogènes, on voyait tel. Mais c'est nous, étudiants, qui étions les premiers à casser. Tout à fait. Nous cassons les vitres des voitures. Nous cassons les vitres des véhicules. Et comment on appelle des maisons. Pourtant, ce n'est pas nous qui avons construit. Mais ces gens-là viennent pour nous dire qu'il faut éviter. Donc, je me suis dit, bon, ce comportement-là, il faut transcrire dans un document pour permettre à la jeunesse de lire et comprendre mieux quelle est la vocation de la gendarmerie. Est-ce que ces gens-là sont faits contre nous ou bien pour nous? Donc voilà pourquoi quand vous voyez les gendarmes, on les habitue à quelque chose. Ne pas parler. Il faut, pendant les manifestations, ils sont insultés, ils reçoivent les coups de pied, ils reçoivent les jets d'eau, on les met tout dessus. Mais ils acceptent. C'est lorsque cette foule-là devient hostile qu'elles vont commencer à agir. Donc c'est pour dire qu'il faut que les gens comprennent entre la gendarmerie et la population civile, est-ce que ces éléments-là sont contre nous d'abord? C'est la question qu'il faut poser. Ça, c'est vrai. Il est dit dans un jargon que la présence d'un gendarme dissuade le malfaiteur. Tout de suite, quand quelqu'un veut te voler, mais quand il voit un gendarme, il se dit il y a un gendarme. Tout à fait. Donc déjà, il évite. Voilà. Donc ça veut dire que partout où le gendarme se présente, la population civile déjà retrouve la paix. Tout à fait. Donc cette gendarmerie n'est pas contre la population civile, mais au contraire, elle est pour la population civile. Voilà pourquoi j'ai dit la population n'arrive pas à comprendre. Mais comment elle va comprendre? Il faut qu'elle s'approche de la gendarmerie. Ça, c'est vrai. Et s'approcher, il faut aussi lire des documents qui parlent de ces... tels que l'œuvre que j'ai éditée, par exemple. Ça, la victoire de l'encre d'un soldat.
où un étudiant qui avait une haine pour la gendarmerie, mais vers la fin, il intègre même la gendarmerie. Un gars qui a fait droit à l'université, il intègre la gendarmerie. Et en fin de compte, il fait une lettre qu'il adresse à ses amis pour dire que je suis devenu un homme de la loi. Donc, je ne peux plus vous faire du mal. Je ne peux plus aussi cautionner le mal que vous voulez faire. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Une chose et son contraire en même temps. Donc, voilà un peu le message que je retrace dans ce livre. Quand vous le lisez, vous allez plus vous rapprocher de la gendarmerie. Tout à fait. Quand même, et vous avez un message peut-être bien à faire passer à la jeunesse guinéenne, en dehors de tout ce qui est mythe autour de l'armée ou entre la population et puis l'armée. Peut-être bien vous avez un autre de cas social, Yanni, de cas social que vous pouvez peut-être bien transmettre ici, conscientiser et autres. Je vais prendre un exemple palpable. Quand il y a eu éboulement à Manéa, la population civile a été victime d'un éboulement. Tout à fait. Ces sinistrés-là, ils avaient perdu espoir. Mais l'armée a pris ces éléments sinistrés-là pour les loger dans l'enceinte militaire. Ils sont logés, ils sont nourris. Ils ont compris que ces gens-là étaient là pour eux. Donc, moi, le message que je pourrais lancer, par exemple, à la jeunesse guinéenne, c'est qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités. Vous savez, dans la couche juvénile, il y a des gens qui vont à l'école et ceux qui ne vont pas à l'école. Tout à fait. Vous qui allez à l'école, vous êtes mieux placés pour être des messagers auprès de vos frères qui n'ont pas allés. Pour que puissiez changer cette mentalité. Tout à fait. Pour dire aujourd'hui que l'armée d'avant et l'armée d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, quand vous allez au camp Sambouri, par exemple, il y a un hôpital militaire qui reçoit les civils. Il y a des grands techniciens, des chirurgiens, des traumatologues qui sont là, qui reçoivent des blessés, des malades civils et qui les soignent. Ça veut dire que cette mentalité a commencé à changer. Tout à fait. Les gens pensaient, avant on disait la courroux. C'est une terminologie qu'on le disait avant. Mais aujourd'hui, par exemple, tu es en face d'un militaire, mais tu te dis, mais est-ce que moi j'ai étudié? Tout à fait. Des gens qui ont fait le droit, des gens qui ont fait l'économie, des gens qui ont fait les grandes études et qui sont venus rentrer dans l'armée. Donc si hier les gens pensaient que l'armée c'était un dépotoir, c'était une poubelle, cette théorie-là aujourd'hui, elle est remise en cause. Ça c'est carrément. Carrément. À vous voir même. Aujourd'hui, les grands hôpitaux dans les grands pays, au Maroc, aux États-Unis, les grands techniciens, ce sont des militaires. L'ordinateur, aujourd'hui, nous, on utilise l'ordinateur, mais cherchez, aujourd'hui, prenez par exemple l'historique de l'ordinateur, quels sont ceux qui ont travaillé sur l'ordinateur? Les militaires, ça a été un truc militaire pour qu'ils puissent travailler. Les drones aujourd'hui, ce sont des trucs militaires que les gens étudient, mais aujourd'hui, que vous utilisez à d'autres fins. La cartographie est telle, mais c'était des trucs qui étaient utilisés, par exemple, à vocation militaire. Donc, c'est pour dire que cette théorie que la jeunesse avait avant, qui puisse enlever ça, ce sont des théories dépassées, erronées, c'est révolu, pour dire que l'armée aujourd'hui, c'est une classe d'élite. Donc, voilà, moi, c'est le message que je peux lancer aujourd'hui à la jeunesse. Est-ce que vous pouvez aussi donner comme conseil que la jeunesse puisse intégrer beaucoup plus l'armée? Aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, le recrutement est lancé, ce n'est plus un mythe. Il y a une plateforme de l'armée dans laquelle on lance le message pour dire que les étudiants ou encore les éléments du secondaire sont appelés à venir intégrer l'armée. Il y a un test. Le test est transparent. Tu es admis. Vous faites le test physique, vous faites la visite médicale, mais si tu es apte, on t'intègre dans l'armée. C'est ce qui fait aujourd'hui, vous allez voir, il y a plein d'universitaires qui sont dans l'armée. Tous les domaines de spécialité que vous connaissez se trouvent aujourd'hui dans l'armée. D'accord. Aujourd'hui, il y a un département qui s'occupe de cette situation de littérature. Il y a un département qui s'occupe aujourd'hui de la communication. Il y a un département qui s'occupe de l'informatique. Donc, ça veut dire que cette jeunesse qui est dotée de compétences, puisque aujourd'hui, l'armée n'accepte plus à quelqu'un qui n'a pas de compétences. N'importe qui. Donc, il faut avoir une compétence avérée pour qu'il puisse intégrer l'armée. Donc, voilà, aujourd'hui, l'armée fait appel aux compétences. Ça, c'est vrai. Puisque aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la révolution. Nous sommes à l'ère de la technologie. Donc, on a plus besoin de compétences. Voilà pourquoi l'armée fait appel à la jeunesse dotée de compétences pour intégrer. Voilà, aujourd'hui, ce n'est plus un tabou. Tout à fait. Et dans 10 ans, où est-ce que vous voyez? Dans 10 ans,
Dans le cadre de la carrière professionnelle, peut-être qu'en matière de grade, je vais me voir peut-être commandant, je vais me voir peut-être colonel. Ça, c'est un fait de Dieu. Ouais. Puisque l'avancement dans l'armée, c'est une question de diplôme. Il faut avoir le diplôme avant de passer. Tout à fait. Et dans le cadre de la littérature, je me dis que peut-être dans 10 ans, je vais me voir peut-être aujourd'hui être invité au sein des instances internationales dans le cadre de la littérature, un invité militaire pour dire que bon, vous êtes invité dans telle table ronde en France, en telle. Peut-être que ça va trouver que j'ai fait peut-être 10 œuvres, et ça, c'est mon souhait le plus ardent. Ouais. Ça va trouver aujourd'hui peut-être que Bilo, peut-être un directeur, par exemple, à quelque part, il va m'inviter pour dire, Monsieur Soumaoro, vous vous rappelez qu'en 2026, on était assis dans en train de faire tel. Ouais. Donc, dans 10 ans, je souhaite que en tout cas, dans ma carrière professionnelle, que je puisse avoir une évolution, que je me trouve à un statut aujourd'hui élevé par rapport au statut que j'ai en 2026. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, ce n'était pas encore prévu, mais est-ce que je peux vous poser, vous demander des personnalités de ce pays et puis vous me donnez votre avis? Je ne sais pas si ça serait permis. Ça, c'est hors caméra. Ok, d'accord, hors caméra. Non, Yannis, si c'est possible, je vous donne 4 personnalités guinéennes. Ok. Voilà. Donc, vous allez me donner votre avis sur ces personnalités-là. Par exemple, le président Mamadi Doumbouya. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Le président Mamadi Doumbouya, c'est un véritable visionnaire. Ok. Un gars calme. Ouais. Il ne parle pas, mais il agit. C'est un homme d'action. D'accord. Et aujourd'hui, je dis que c'est le moteur même de développement de ce pays. Ouais. Que le peuple de Guinée reste derrière lui. Ah ouais. La preuve éloquente en est que le peuple a voté massivement aux élections passées. Tout à fait. Donc vraiment, c'est le prototype d'un homme de développement d'une nation. Ouais. Bala Samoura. Bala Samoura, voilà un espoir de la jeunesse. Ok. Voilà quelqu'un qui est en train de bâtir aujourd'hui cette gendarmerie. Ouais. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui a élevé la gendarmerie à un sommet où, je ne sais, qu'on pourrait dire incommensurable. Où toutes les unités aujourd'hui sont opérationnelles. Ouais. Ça, c'est grâce à son leadership. Tout à fait. Et c'est lui qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Ouais. Parce que 2009, il était arrêté devant nous, c'est lui qui guidait pour notre recrutement. Tout à fait. Voilà un véritable leader. Ouais. Et notre militaire aussi, qui est Amara Kamara. Amara aussi. Ouais. Amara, voilà un homme. Ouais. Un homme qui a le charisme. Voilà un homme éloquent, un homme instruit. Ok. Qui a été une inspiration aujourd'hui pour la jeunesse militaire. Ok. Donc, je lui tire mon chapeau. Je pense bien. On va mettre fin à ce débat. Voilà, pour finir, vraiment merci d'avoir répondu à cette invitation. Ça a été vraiment un plaisir. Et juste un mot de la fin, et puis on ferme. Ok. Merci. Bon, moi, je tiens d'abord, c'est à vous que je dois adresser mes remerciements, parce que ce que vous faites, c'est dans le cadre de la promotion de mes œuvres. Ouais. Ce n'est pas ma personne que vous avez invitée, Ouais. mais c'est ce que j'ai incarné que vous avez invité. Tout à fait. Donc, c'est à moi de vous remercier. Merci. Je vous remercie avec toute votre équipe. Ouais. Et ça va permettre mieux de connaître notre institution. Tout à fait. Ça va permettre aux gens de connaître que dans l'armée aussi, il y a des gens qui sont capables d'écrire, qui sont capables de faire telle chose. Tout à fait. Donc, dans le cadre de la promotion littéraire, c'est dans ce cadre que j'ai accepté votre invitation. Oui. Pas dans un autre cadre. Merci beaucoup, vraiment. Voilà. Et vraiment, j'invite tout le monde à lire au moins une des œuvres de M. Soumaoro. Vous allez vraiment vous régaler dedans. Et surtout, vous allez apprendre des choses dont vous ne connaissiez pas avant. Merci à vous. On se reprend la prochaine fois. Merci vraiment. Merci M. Bilo. Vraiment, je suis très ravi, très content de vous. Merci.